Merci beaucoup. La parole est à notre rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Arfi, de ce préambule extrêmement documenté et très intéressant, où je partage, je crois que c'est l'ensemble de mes collègues, le souci que vous avez de la pédagogie. Vous parlez de culture démocratique, j'aime bien l'expression, mais je pense que chacun à nos places respectives, nous avons cette responsabilité commune, nous portons cette préoccupation effectivement de porter à la connaissance du plus large public, en tout cas c'est notre souhait, l'analyse, la compréhension et la transparence finalement, c'est là notre fonction essentielle, et puis bien sûr des propositions et des solutions pour agir. Vous avez parlé de plusieurs dossiers, plusieurs cas connus impliquant des personnalités dont il est beaucoup question depuis plusieurs années dans beaucoup de cas. Mais j'aimerais également que vous donniez des informations, si tant est que vous en ayez, ou des éléments d'éclairage sur le rôle qu'ont pu jouer dans tous ces montages, dans tous ces systèmes, les opérateurs, les structures financières, par exemple. Vous avez évoqué donc les paradis fiscaux. Effectivement, il y a les acteurs, il y a les lieux, il y a les décors, et puis il y a les montages. Il y a la mécanique un peu qui est au cœur de nos préoccupations de cette commission d'enquête. Donc, sur toutes les affaires sur lesquelles vous avez pu enquêter ou être informé, et quels établissements financiers concrètement, français ou étrangers, avez-vous croisé dans vos investigations ? Alors pour répondre à la dernière question, je crois pouvoir dire très sincèrement d'avoir croisé le nom d'à peu près tous les établissements financiers connus de la place et ceux qui sont également moins connus, qu'ils soient français ou étrangers. Il suffit d'ailleurs de regarder la liste des filiales dans les paradis fiscaux d'un certain nombre d'établissements bancaires français ou étrangers, et des associations travaillent dessus. Je pense au CCFD Terre Solidaire ou d'autres qui ont fait des rapports très précis sur ce type de pratique, ou le Tax Network Justice qui travaille beaucoup d'ailleurs avec Nicolas Jackson que je citais tout à l'heure. Alors sur les pratiques, moi je ne suis pas un spécialiste et un praticien de tout cela, et vous avez entendu, je crois, des gens qui ont été au cœur de cette industrie de la fraude fiscale, mais c'est vrai que on constate que en cela on est dans une forme de, je vais volontairement outrer mon propos, mais de mafia financière, puisque comme dans le crime organisé, on découvre qu'ils s'adaptent toujours aux nouvelles législations. Ils arrivent toujours à contourner le nouveau texte, fût-il de plus en plus répressif. Toujours. Avec une technicité toujours plus élaborée, et face à ces pratiques-là, des complexités diplomatiques, des complications judiciaires, une lenteur qui permet au crime financier de prospérer. Alors les techniques, elles sont extrêmement nombreuses. L'affaire Cahuzac nous a permis de découvrir comment il pouvait exister ce qu'on appelle des comptes omnibus, ou des comptes maîtres, ou des masters à compte dans des banques, c'est-à-dire que l'ayant droit réel d'un compte en banque, ou le bénéficiaire économique, peu importe, n'apparaît pas dans les livres de compte de la banque, puisqu'il est dissimulé dans un nuage de comptes dont l'ayant droit est une société de gestion. La société Rail et compagnie, qui n'est devenue une banque qu'en novembre 2010, contrairement à ce qu'on peut entendre, avant novembre 2010, elle n'avait pas de licence bancaire, était réputée pour ce type de pratique. Vous avez, je crois, reçu quelqu'un qui a été un praticien, Monsieur Pierre Condamin-Gerbier, qui, au-delà de ses déclarations sur les listings politiques, éventuellement de fraudeurs, explique, je crois, assez bien ce que peut être un certain nombre de pratiques. Par exemple, les prêts lombards, ce qu'on appelle les prêts back-to-back, ou comment on fait de la garantie d'actifs entre deux banques, l'une avec des avoirs non déclarés, l'autre avec des avoirs déclarés. Voilà, les stratégies financières sont permanentes. Alors évidemment, le trust, la fondation, Liechtenstein, l'Anschlat, la cascade de sociétés de portage. C'est pour ça que je prenais tout à l'heure un peu l'image du plumeau pour fracturer une porte blindée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont surarmés, et en face des administrations parfois mal outillées, à de très bonne volonté,
mais mal outillés. Et donc la question qui se pose, c'est comment se battre à armes égales pour pouvoir percer à la fois cette énorme puissance financière et cette mobilité permanente. Vous le voyez, vous parlez de la géographie, mais chaque année, quasiment, la place forte du offshore bouge. Un jour, c'est Singapour, et puis c'est Hong Kong, et puis c'est les paradis fiscaux insulaires, et puis c'est encore un autre, parce que chacun a sa petite spécificité, chacun a trouvé le petit truc et astuce qui lui permet d'être premier de la liste sur ce type de pratique. Nous sommes évidemment preneurs des documents que vous nous avez proposés de nous remettre, qui sans doute auront de l'intérêt dans nos travaux et notre information. Sur la supervision, qui est aussi une préoccupation que nous avons, et nous investiguons sur ce sujet de manière récurrente, quelles sont les grandes défaillances, à vos yeux, en matière de supervision, de la part des autorités en charge, en matière d'enquête, avez-vous pu identifier dans vos travaux? Et si les informations auxquelles vous avez pu avoir accès, vous, pensez-vous que les services de la République, au sens large, aient pu, eux aussi, en avoir connaissance de la même manière? Alors, oui, parce que j'ai souvent pu constater que quand on veut savoir, on peut savoir. Et l'affaire Cahuzac a été, de ce point de vue, un enseignement quasi caricatural, d'ailleurs à beaucoup de points de vue. Mais rendez-vous compte que nous, alors que nous ne sommes pas meilleurs que d'autres, hein, avec un calepin, un stylo et un tout petit peu de jugeote, on a réussi à retrouver ces comptes de M. Cahuzac, peut-être y en a-t-il encore d'autres, là où, après leur révélation, l'administration fiscale, Bercy, la DGFiP, non seulement n'a pas trouvé le compte que nous avions déjà révélé, mais a dit qu'il n'y en avait pas. Alors, je ne sais pas si c'est de l'incompétence ou de la complicité, ce n'est pas mon souci, mais je constate qu'avec les mêmes éléments d'information, c'est-à-dire ceux de Mediapart, la DGFiP a conclu qu'il n'y avait pas de compte, comme nous l'avions dit, et que la justice a conclu qu'il y en avait bien un. La DGFiP a trouvé le contraire de la vérité quand la justice, quelques semaines après, a trouvé la vérité. Alors, je ne rentre pas dans le débat de l'opportunité de l'enquête parallèle, dont on a découvert d'ailleurs depuis qu'elle a été faite quand même dans le dos de la justice, ce qu'a révélé le procureur de la République de Paris, qui n'était pas au courant de ces investigations administratives alors que la justice enquêtait déjà. Antoine Peillon est bien plus compétent que moi sur la question, mais il est vrai que les services de renseignement français sont très bien renseignés. C'est vrai, c'est exact que la DCRI, que les douanes, y compris la DGSE, a beaucoup d'informations. La question qui se pose, c'est comment pouvons-nous, quand les délits sont constatés, sont là, ou que le soupçon est suffisamment fort pour le judiciariser. J'en ai parlé tout à l'heure, l'article 40 me paraît être un outil formidable, mais c'est un bâton dont on a déjà quasiment cassé le manche, si vous voulez. Donc une obligation dont le non-respect n'est pas sanctionné est un non-sens. Est-ce qu'on peut imaginer que la DCRI dispose d'informations que la DGFiP, par exemple, ne pourrait avoir en sa possession? Est-ce que c'est imaginable? Je crois pouvoir dire que c'est plus qu'imaginable, mais c'est le cas. C'est le cas. Je ne suis pas certain que du côté de la DGFiP, on ait eu cette finesse dans la connaissance des stratégies de blanchiment de la banque UBS. Pourquoi y a-t-il eu une enquête après, dans ce cas-là? C'est une enquête judiciaire, vous voulez dire? Parce qu'au bout d'un moment, quand les faits... Non, une enquête de l'intérieur sur le sujet. Une enquête de l'intérieur? Mais parce qu'il y a au sein de la DCRI une sous-direction qui s'appelle la sous-direction K, au sein de laquelle il y a une section qui s'appelle la section K5, dont précisément, je pourrais vous en donner un organigramme si vous le voulez, dont précisément le travail consiste à traquer le blanchiment et qui concerne les activités bancaires. Et de par la qualité du travail des agents de la DCRI, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'on a une administration incompétente, puisque ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Je veux dire que nous, certaines informations que nous pouvons révéler, nous ne les sortons pas de notre chapeau. On n'invente pas les choses. Il ne s'agit pas de dire que les services de renseignement sont nos sources. Mais je peux... ici témoigner que souvent j'ai croisé sur le chemin de mes enquêtes, qui sont très artisanales, pas de fait, des fonctionnaires qui eux aussi avaient eu le soupçon.
L'affaire Cahuzac, de ce point de vue-là, est formidable. En 2001, le fisc avait déjà été alerté. En 2008, le fisc a été re-alerté. Et il a fallu les révélations de Mediapart, bien que la DGFiP ait trouvé le contraire de la vérité, pour que, enfin, grâce au travail de la justice et aux moyens qui sont les siens, on ait pu trouver les comptes. Encore que, il s'en est fallu de peu pour que la justice ne trouve pas les comptes. Pourquoi ? Parce que le blanchiment de fraude fiscale ne suffit pas pour la Suisse pour coopérer judiciairement avec la France. C'est parce que dans la demande d'entraide pénale du parquet de Paris, il y a eu un addendum sur blanchiment de fraude fiscale plus les activités de M. Cahuzac liées au laboratoire, que la Suisse s'est décidée à répondre à la France. Le blanchiment de fraude fiscale en soi, qui pour nous est un crime financier, pour la Suisse, ça ne suffisait pas pour qu'elle coopère. Et heureusement que Mediapart avait, de ce point de vue-là, raconté dès le mois de décembre quels étaient les liens de M. Cahuzac avec l'industrie pharmaceutique, son lobbying, les activités de conseil, etc. Sans ça, la justice n'aurait pas découvert les faits et le mensonge aurait été aujourd'hui une vérité. Madame Goulet. Oui, je vous remercie de votre intervention qui est vraiment une illustration du sujet de cette saison 2, qui sont les banques, cette fois-ci, et pas seulement. Bon, donc, évidemment, les questions vont un peu se répéter. Nous avons dans quelques jours un texte sur la transparence de la vie publique, et pas seulement de la vie politique. Est-ce que vous pensez que ce texte est nécessaire et suffisant? Est-ce que vous pensez que c'est déjà une avancée? Moi, j'ai une question à vous poser sur la publication, les déclarations de patrimoine des élus. Moi, j'aimerais votre œil de journaliste parce que nous sommes... alors, c'est un tout petit peu en marge, et j'espère que le président me pardonnera, mais c'est d'une actualité brûlante pour ce qui concerne les travaux de notre maison. Moi, je suis un peu inquiète quant à la publication. Parce que la publication peut nous amener, évidemment, à des débordements multiples et variés. Qu'est-ce que vous pensez de la publication du patrimoine telle qu'elle est prévue par le texte ? Et la deuxième chose qui m'intéresse, au-delà de dizaines d'autres questions qu'on pourrait vous poser, c'est la formation de nos agents. Parce que la semaine dernière, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons reçu Dominique Strauss-Kahn qui nous a expliqué dans des termes un peu différents, mais en fait ce que vous venez de nous dire, à savoir qu'en matière de fraude fiscale, on jouait au football avec les règles sur un terrain de basket. Enfin, en gros, donc il y avait quand même une distorsion énorme entre la réalité des choses et les moyens qu'on y mettait pour... bon. Donc moi, j'aimerais savoir si, dans le cours de vos investigations, vous avez relevé des carences manifestes de formation des personnels que vous avez pu rencontrer ou des agents. Et enfin, si vous avez une seule préconisation à faire pour les textes qui viennent sur la transparence de la vie publique dans quelques jours et sur la fraude et l'évasion fiscale dans 2 semaines, quelles seraient ces préconisations ? Alors, merci pour la question. Alors, moi, je n'ai pas du tout ni le désir ni la vocation de sortir de mon rôle, mais je vais quand même essayer de répondre le plus simplement possible. Alors, sur la loi sur la transparence, bon, sincèrement, je ne suis pas arbitre des élégances législatives ou parlementaires. Cela étant, le fait est que je ne crois pas que... resserrer un peu le boulon sur les déclarations de patrimoine aurait fait que M. Cahuzac aurait inscrit ses comptes suisses dedans. Bon, cela étant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pars du principe, peut-être suis-je plus proche d'une sorte de culture anglo-saxonne de ce point de vue-là que française, que quand on est un homme public, on doit rendre des comptes. Bon. Est-ce qu'il faut rendre public les patrimoines? Sincèrement, je n'ai aucune religion sur la question. Je ne sais pas. La pratique montrera si c'est valable ou pas, s'il y aura des débordements ou pas. Ça existe dans d'autres démocraties sans que ça provoque une culture du voyeurisme. Cela étant, il est tout à fait normal
qu'il y ait des autorités, qu'il y ait des pouvoirs d'investigation et de contrôle pour voir s'il y a des enrichissements, des évolutions anormales de patrimoine de personnes qui vivent de l'argent du peuple. Bon, du public. Alors, c'est marrant parce que j'étais venu avec c'est passé un peu inaperçu, mais c'est un billet de blog de l'ancienne correspondante de Radio France aux États-Unis, qui s'appelle Fabienne Sintès, qui est revenue à Paris et qui avait un blog très bien et qui avait réagi à l'affaire Cahuzac dès le 5 avril, donc c'est 2 jours après les aveux de M. Cahuzac. Et elle avait fait un billet très instructif qui s'appelait « Si Jérôme Cahuzac était américain » et qui répond en plein à votre questionnement et même au questionnement le sujet de la commission. Et elle racontait ce système qui s'appelle le vetting process aux États-Unis, qui veut dire passer au crible. C'est-à-dire comment chaque ministre, chaque juge, y compris même de la Cour suprême, chaque haut fonctionnaire, doit accepter, pardonnez-moi l'expression, mais c'est la sienne, de se mettre à poil avant de prendre un poste aussi important. Elle donne la liste des 63 questions qui sont posées, comment l'administration épluche les déclarations fiscales sur les 10 dernières années, sur le patrimoine, comment il y a une culture aux États-Unis du parjure, notamment de la parole publique. Je pense que, par exemple, ce ne serait pas absurde de créer un délit de parjure pour les hommes publics, y compris pour ceux qui témoignent dans des procédures judiciaires. Qu'un homme politique entendu et que sur PV il mente et qu'on découvre par les développements de l'enquête qu'il a menti, qu'il y ait un délit de parjure. Je trouve pas ça complètement extravagant. Le fait est que si le vetting process à l'américaine avait été appliqué à M. Cahuzac n'aurait jamais été ministre du budget. Peut-être parlementaire, mais pas ministre du budget. C'est-à-dire que nous n'aurions pas eu cette situation renversante d'un homme dont la charge publique est de lutter contre la fraude fiscale, qui est lui-même un fraudeur fiscal depuis plus de 20 ans. Voilà. Alors, est-ce que le vetting process à l'américaine est applicable et transposable en tant que tel en France? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il n'est pas interdit de s'y intéresser. Plus globalement, moi, vous me demandez est-ce qu'il y a des avancées dans la loi, les différentes lois qu'il peut y avoir contre la lutte contre la fraude fiscale et la transparence. C'est une évidence qu'il y a des avancées. Mais, ça fait 30 ans qu'il y a des avancées. Ça fait 30 ans qu'on fait des lois sur la transparence, le financement des partis politiques, la lutte contre la fraude fiscale. Donc la question n'est pas d'être le comptable, à mon avis, des avancées. C'est qu'au bout d'un moment, et je crois que nombreuses personnes partagent ce sentiment, c'est que ça suffit. Ça suffit qu'il y ait des nouvelles grandes lois et que ça ne change rien. Alors, bien sûr qu'il y a des avancées effectives, mais il y a aussi des statu quo, je trouve, insupportables. J'en parlais tout à l'heure, l'article 40, mais la Cour européenne des droits de l'homme ne cesse de nous le dire. Le lien incestueux entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. La séparation des pouvoirs n'est pas totalement effective dans notre pays. Et ça n'est pas être excité que de dire ça et de montrer sur la table avec un couteau entre les dents. Des magistrats très respectables de la Cour européenne des droits de l'homme ne cessent de le dire à la France. Les parquets ne sont pas des vraies autorités judiciaires parce qu'elles ne sont pas indépendantes. Et toutes les affaires dont je parle ici, quand elles étaient entre les mains de procureurs qui étaient liés hiérarchiquement, soumis hiérarchiquement au pouvoir exécutif, avaient du mal à prospérer. Est-ce que c'est une question d'autocensure personnelle des magistrats, de pudeur, je ne sais pas. Mais quand elles sont arrivées entre les mains de juges indépendants, elles ont prospéré. Regardez l'exemple caricatural de l'affaire Bettencourt. Le procureur Courroy, celui-là même qui avait reçu l'ordre national du mérite, des mains de M. Sarkozy, a déployé une énergie considérable pour ne rien découvrir, y compris sur la fraude fiscale de Mme Bettencourt, quand les juges qui ont récupéré l'enquête indépendants ont réussi à découvrir des faits. Alors, qu'il y ait un débat juridique aujourd'hui sur les charges qui pèsent sur les uns ou sur les autres, c'est une autre histoire, ça. Et c'est normal qu'il y ait des débats juridiques, et moi, je ne suis pas là pour dire si un tel est coupable pénalement.
Mon métier ne consiste pas à juger moralement les gens, ni les sources, ni à dire ça c'est vous êtes condamnable judiciairement ou vous l'êtes pas. C'est le métier de la justice. En revanche, de mettre des faits. Et les faits, parfois, recouvrent des qualifications pénales, parfois pas. Parfois, les procédures judiciaires s'éteignent parce qu'il y a la prescription, parce que il est dur de caractériser certains délits. Enfin bon, ça, c'est l'histoire ensuite de la justice. Mais le lien incestueux du pouvoir exécutif que nous avons en France avec les pouvoirs d'enquête, que ce soit le parquet, que ce soit Tracfin. Tracfin est sous l'autorité directe du ministre de l'économie et des finances. Bon, et je peux vous dire que il existe beaucoup de signalements Tracfin qui ne sont pas transmis parce que la personne concernée est liée à un tel ou un tel. Et que nous n'avons aucune culture du contre-pouvoir institutionnel, ou si peu, dans notre pays, dans nos propres institutions. On ne sait pas ce qui se passe. Sans parler de la tragédie du secret défense dans ce pays, où le secret défense est utilisé à toutes les sauces pour pouvoir cacher les turpitudes personnelles de certains. Je déborde un peu, mais parce que c'est ce que je rencontre en permanence. Alors, bien sûr qu'il faut du secret défense, bien sûr qu'il faut protéger les intérêts supérieurs de la nation. Mais le problème, c'est que moi, très souvent, dans des affaires, je constate que quand il y a une déclassification de documents classifiés, un ministre dit « nous avons tout déclassifié », et que 6 mois après, il y a une nouvelle déclassification de documents. Donc c'est que la première fois, tout n'avait pas été déclassifié. Et qu'on n'a aucun moyen de savoir, quand je dis on, c'est même les juges. Les juges n'ont pas le moyen de savoir si ce qui leur est proposé correspond à la totalité de ce qui est susceptible. Vous avez des exemples précis de l'affaire Karachi, de ce point de vue-là, est un exemple formidable. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs vagues de déclassification. À chaque fois, on a entendu « nous avons tout déclassifié ». Le problème du secret défense, si ça vous intéresse, c'est que c'est un jeu de dupes institutionnel organisé. Comment ça se passe? Très rapidement, un juge pense que la DGSE a des informations susceptibles d'intéresser son enquête. Que fait-il? Il écrit au ministre de la Défense en lui disant « Monsieur, merci de me communiquer tous les documents de la DGSE susceptibles d'intéresser mon enquête. » Le ministre donne le papier au directeur de la DGSE, ils vont dans les archives, la DGSE, et c'est eux qui choisissent les documents qu'ils soumettent à la commission consultative du secret de la défense nationale, qui rend un avis consultatif. Mais la commission ne vérifie jamais que la DGSE a fourni tous les documents susceptibles d'intéresser l'enquête. Et ensuite, c'est le ministre qui décide si on déclassifie ou si on déclassifie pas. Donc c'est le pouvoir politique qui a le dernier mot sur le pouvoir judiciaire. C'est un principe complètement anticonstitutionnel. Dans d'autres pays, en Angleterre par exemple, le principe est inverse. Il existe des juridictions du secret et c'est au gouvernement d'expliquer au juge pourquoi tel document ne doit pas être dans son enquête. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc, c'est un petit exemple, le secret défense, mais c'est comme ça que nous découvrons dans les affaires qu'on a déclassifié des notes qui sont des fonds de tiroir, des miettes absolument pas intéressantes, et parce que tel ou tel acteur a décidé de témoigner, ou tel journaliste a découvert tel ou tel fait, on déclassifie des nouvelles notes. Donc c'est bien qu'on n'a pas donné à la commission de déclassification l'ensemble des notes susceptibles d'intéresser l'enquête. Bon, voilà quelques problèmes qui sont à la fois, je crois, technique et culturelle sur la pratique et la lutte contre cette tragédie que sont les paradis fiscaux, la corruption, le blanchiment, l'argent sale. Avant une dernière question de notre rapporteur, vous êtes en possession des informations que M. Condamin-Gerbier, nominatif, n'a pas données à la commission ? Comme il se trouve que nous avons publié cet après-midi un début de grand entretien avec M. Condamin-Gerbier, car nous l'avons vu le 29 mai à Genève pendant 6 heures, où il nous a donné un certain nombre d'informations, un entretien enregistré que lui-même dit avoir fait un peu comme une assurance vie, puisqu'il avait été destinataire d'un certain nombre de menaces anonymes, à la fois le visant lui, mais aussi sa famille en France, qui était une ambiance un peu glauque, si vous me permettez l'expression. Comme Edoui Plenel l'a déjà dit d'ailleurs sur le plateau de, je crois, l'émission Mots croisés sur France 2,
Oui, nous avons été destinataires d'informations concernant des hommes politiques. Alors, contrairement à ce qui est dit, il ne s'agit pas de liste. Il n'y a pas une liste avec des numéros de compte. C'est plutôt des recoupements. M. Condamin-Gerbier a été dans sa carrière témoin plus ou moins direct d'un certain nombre de pratiques. Mais Mediapart ne publiera pas ces noms tant que nous n'avons pas contre-enquêté dessus, tant que nous n'avons pas des éléments au-delà de la parole d'une personne. Voilà. Donc, nous ne jetons pas en pâture des noms comme ça dans la sphère publique sous prétexte que telle ou telle personne a dit les avoir. J'espère que je réponds sans trop trahir. Voilà. Alors, la dernière question de notre rapporteur. Oui, tout d'abord une suggestion. Les sources avec lesquelles vous avez été amené à travailler ces derniers temps sur ce sujet, si d'aventure elles souhaitaient s'exprimer librement sur l'espace participatif du Sénat, il y a un site dédié à cette commission d'enquête, surtout qu'elle n'hésite pas à le faire. Nous sommes preneurs d'informations. Et justement, à propos de la presse, qui a évidemment un rôle important dans les démocraties, c'est sain. Mais cela dit, la presse, n'est pas homogène. Je veux dire, vous, le travail que vous avez mené, Mediapart, et un journal du dimanche de fin janvier qui quasiment blanchissait la même personne, je veux dire, on a des attitudes assez opposées. Et qui disait que nous avions lancé une nouvelle affaire Clearstream. Bon, on oublie toujours la deuxième partie du papier. Quelle est votre appréciation là-dessus? La presse n'est pas homogène sur ce sujet. Non, mais bon, moi, sincèrement, je ne viens pas dans une enceinte aussi respectable pour faire l'arbitre des élégances de la presse, etc. Moi, je peux simplement parler, peut-être est-ce un témoignage en creux vis-à-vis des autres, mais de ce qu'est l'histoire de Mediapart. Voilà, parce que, comme je l'ai raconté avec d'autres dans le livre que nous avons consacré à l'affaire Cahuzac, je ne sais que trop bien quelle est la valeur immense de beaucoup de mes confrères dans d'autres rédactions. Et dans l'affaire Cahuzac, nous avions créé une sorte de petit pool informel de journalistes qui se réunissaient souvent le vendredi soir dans un café à côté du Louvre, au plus fort de l'affaire, hein, quand nous étions le pire du journalisme. Et le fait est qu'il n'y a que Mediapart qui a réussi à publier des informations, pas les autres, alors que nous mutualisions l'enquête, nous mutualisions les informations. Pourquoi? Ce sont des questions à poser aux responsables des rédactions concernées, mais peut-être y a-t-il des réponses toutes simples. Hein. La situation capitalistique de la France, de la presse en France, est extrêmement compliquée. Je veux dire, encore une fois, là, ça n'est pas un discours ni idéologique ou partisan, mais quand vous avez des grands capitaines d'industrie dont le cœur de l'activité n'est pas l'information, qui achètent des journaux et qui pour partie vivent de la commande publique pour leurs activités, ça ne crée pas un écosystème journalistique, je crois, extrêmement sain. Voilà. Sans compter une situation médiatique, voilà, de journaux qui vont très mal, qui sont subventionnés au-delà du raisonnable. Bon, Mediapart, modestement, a essayé de tracer un chemin différent, de dire... Nous, on ne cherche pas l'audience, on cherche le public, on cherche la qualité, l'indépendance totale. Nous ne répondons que de la confiance de nos lecteurs, aucune publicité. Et oui, l'information doit être payante car elle a une valeur. Mais pour aller un peu plus loin et décentrer un tout petit peu, en revanche, sur la pratique journalistique, nous ne pouvons pas faire ce que nous faisons si nous n'avons pas ce bien sacré le plus commun qui est la protection des sources. Et ça n'est pas un réflexe corporatiste. Souvent on a l'impression, à tort, mais peut-être aussi les journalistes on l'explique mal, que les revendications liées à la protection des sources, une revendication corporatiste, un peu sur le mode on protège nos sources, laissez-nous tranquilles pour qu'on puisse écrire ce qu'on veut. Mais c'est pas ça qu'il faut entendre dans le mot protection des sources. Il faut entendre le mot source. La protection des sources, c'est pas une liberté des journalistes, c'est une liberté des citoyens. C'est une liberté donnée à chacun, qu'il soit pharmacien, boulanger, agent secret, fonctionnaire, ce que vous voulez, d'un jour venir alerter la presse sur des informations qu'il pense importantes et d'intérêt public. Parce qu'il n'a pas pu faire prospérer tout cela dans une administration ou ailleurs. Et c'est à nous, journalistes, d'assumer la responsabilité et les conséquences de tout cela. Ça n'est pas aux sources qui parfois se mettent en danger professionnellement, parfois physiquement, quand elles viennent nous parler. C'est à nous d'assumer, y compris devant les tribunaux, parce qu'on n'est pas évidemment au-dessus des lois. C'est à nous de répondre de nos écrits devant la loi, pas aux sources.
pas aux sources. Les sources peuvent parfois tenter de nous manipuler. Les sources, parfois, nous donnent des informations à 80% justes, à 20% fausses. C'est à nous de faire le tri. C'est à nous de vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Et le seul critère qui est le nôtre, c'est si l'information est vraie et d'intérêt public, nous la publions. Nous la publions. Mais nous devons protéger les sources. Et c'est à nous d'assumer. C'est pour ça que la loi sur la protection des sources est extrêmement importante. Et que malheureusement, alors il y a eu des discussions au Conseil d'État, à la Cour de cassation, qu'on ait maintenu cette idée d'intérêt supérieur de la nation qui permettrait à tel ou tel pouvoir exécutif de porter atteinte aux sources, c'est un problème, puisque cette définition de l'intérêt supérieur est trop lâche. Où fixons-nous l'intérêt supérieur de la nation? Est-ce que le fait de déstabiliser un gouvernement en révélant les avoirs occultes d'un ministre du budget relève de cela? Bon, chacun met le curseur à un endroit différent. Et c'est vrai que de ce point de vue, même s'il y a de vraies évolutions dans la loi, il y a encore une impasse qui est un problème dans la pratique de notre métier. Et encore une fois, pas pour des questions de corporatisme, c'est pas la question, pour des questions démocratique. Et je cite encore cette juridiction supranationale qui est quand même la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit que le secret des sources, c'est la pierre angulaire du travail démocratique des journalistes. On a bien entendu le message. Voilà. Mais pour ne pas avoir de regrets, et avec l'accord du rapporteur, je vais donner la parole à notre collègue qui était en séance et qui ne pouvait poser cette question que maintenant. Merci, monsieur Arfi. Moi, j'ai une question très terre-à-terre. Est-ce que les journalistes qui enquêtaient ces derniers temps sur ce sujet ont eu des soucis type cambriolage, type ordinateur portable volé, etc. ou pas? J'aimerais avoir des informations sur ce sujet. Merci. Alors, il y a ce qui s'est passé, ce qu'on croit savoir et ce qui peut arriver techniquement, ce qui est parfois différent. Ce qui s'est passé, le fait est que c'était sous une autre présidence, mais à Mediapart, nous pouvons témoigner que nous avons été cambriolés au plus fort de l'affaire Bettencourt, au même moment où un journaliste du Point qui travaillait sur l'affaire Bettencourt s'est fait cambrioler, et où un journaliste du Monde qui travaillait sur l'affaire Bettencourt s'est fait cambrioler. Bon, des plaintes ont été déposées, le cambriolage avait l'air extrêmement professionnel, et je m'étais fait dérober au journal une copie des enregistrements du majordome. Nous savons, nous l'avons écrit, que nous avons été surveillés, y compris par la DCRI, qui parfois, malheureusement, était devenue une sorte de brigade du chef à une autre époque. Nous l'avons écrit. Une personne que nous désignons dans cette enquête comme étant celui qui, à l'Élysée, pilotait cette surveillance d'État, M. Claude Guéant, avait déposé plainte en diffamation contre nous, ce qui est son droit le plus ultime, et quelques jours avant le procès, dans la torpeur de l'été, a retiré sa plainte. Au même moment, le Canard enchaîné avait révélé exactement les mêmes faits, et un livre qui s'appelle L'espion du président avait encore amplifié la dimension de ces informations, puisqu'il avait donné des éléments extrêmement précis sur la surveillance dont Mediapart a pu être l'objet. Ensuite, il y a ce qu'on croit savoir ou ce qu'on nous dit. Tel ou tel interlocuteur lié à tel ou tel service qui nous demande d'être toujours très prudents. Voilà, enlever la puce du téléphone, ou quand on a comme ça un iPhone, ne pas le prendre, parce qu'on ne peut pas enlever toujours la puce, ou la batterie, etc. Voilà, bon, moi sincèrement, je pars du principe que je ne deviendrai jamais paranoïaque, sinon on ne pourra jamais faire ce métier. Et ensuite, il y a ce qu'il est techniquement possible. Voilà. Et je crois que l'affaire Snowden et les révélations du Guardian montrent ce qu'il est techniquement possible. Et de ce point de vue, les États et les responsables politiques des gouvernements espionnés, si on en croit le Spiegel et le Guardian, ont raison de pousser des cris d'orfraie. Mais il aurait été, je crois, juste de pousser les mêmes cris d'orfraie quand il y avait l'espionnage de population, notamment quand la France vendait du matériel d'espionnage informatique contre les populations libyennes ou syriennes, à une époque où nous étions les amis de ces dictatures. Alors, je pense qu'on va réalimenter le débat, mais là, vraiment, je vous le promets, c'est la dernière question. Non, mais La toute dernière question est simplement, est-ce que vous avez été en mesure d'exploiter les données récemment publiées dans l'enquête Offshore Leaks ?
L'histoire Offshore Leaks, il se trouve que le journal qui a été partenaire de Offshore Leaks, c'est Le Monde. Ça n'a pas été Mediapart. Alors c'est vrai que nous étions sur beaucoup d'autres fronts, que c'était un travail monumental, bien que Karl Lasquet et moi-même soyons membres de l'ICIGE, qui est une organisation formidable, sincèrement, d'intelligence et de mutualisation du travail. Il se trouve qu'un certain nombre de données de Offshore Leaks ont été rendues publiques. Alors, en France, c'est vrai que des questions je sais que les révélations, par exemple, du Guardian concernant Offshore Leaks, encore lui, le Guardian, ont provoqué un débat politique considérable. Peut-être parce que beaucoup de paradis fiscaux sont liés historiquement et même institutionnellement parfois à la couronne britannique. Bon, en France, ça a été un peu moins le cas, bien qu'il y ait eu des informations importantes révélées, notamment par nos confrères du Monde. Mais l'exploitation des données, qui pour certaines ont été rendues publiques, sont très lentes. Voilà, très lente et très patiente, parce que c'est un travail d'anachorète, quoi. Voilà, de bénédictin comme ça, pour pouvoir croiser les informations, parce que jamais tout cela n'arrive sur un plateau, et précisément tout est organisé par cascade de sociétés, de comptes, d'ayants droit cachés, pour que nous ne trouvions pas, nous, journalistes, enquêteurs, enfin peu importe. Hein. Voilà. Merci, une deuxième ou une troisième fois. Merci. Merci à vous.